En fait, l'homéopathie dite donc hahnemannienne individualisée, telle qu'on l'a si on va voir un homéopathe, a des résultats positifs au-delà du placebo. Donc les conclusions de cette étude sont très claires et la méthodologie qui a été utilisée, qui est du style Cochrane, donc des méthodologies qui sont très établies, très solides, n'ont pas été critiquées à ce jour. Voilà des années que j'utilise l'homéopathie. Les résultats observés m'interrogent. La fameuse controverse scientifique sur la mémoire de l'eau proposée par Jacques Benveniste, remise à l'ordre du jour par le prix Nobel de médecine Luc Montagnier, doit-elle être définitivement close? Existe-t-il une théorie capable d'expliquer l'action de ces mystérieux granules? Moi, mon action, ça consiste à utiliser des méthodes scientifiques, les méthodes de la science, pour comprendre comment fonctionne ce remède homéopathique, indépendamment du problème médical. De façon étrange, on n'avait jamais étudié le médicament homéopathique. On a pris donc 2 lignes de produits, un produit minéral qui est Cuprum metallicum, un produit organique, une plante qui est Gelsemium sempervirens, et on a suivi rigoureusement le protocole de la pharmacopée européenne. C'est-à-dire que ce qu'on étudie, c'est le médicament, et pas un produit de laboratoire. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est que lorsque on faisait les études, le procédé homéopathique met en jeu en fait 4 choses. La matière de départ, bien sûr, l'eau, le récipient et l'air. Ce qu'on a montré dans cette étude qui s'appelle DINOME, on a montré que même pour des très très hautes dilutions, donc on est allé jusqu'à 30 CH, on retrouvait toujours quelques microgrammes de matière solide. Et cette matière solide, normalement, elle ne devrait pas être là, puisqu'on n'a utilisé que de l'eau pure. Donc il est évident que la seule source de matière dans le procédé ne pouvait être que le récipient. On travaille en récipient de verre et on sait que l'eau est agressive, donc l'eau va dissoudre du verre. Et elle dissoudra le verre que vous soyez à 10 CH ou que vous soyez à 30 CH. Le deuxième point qu'on a pu voir, c'est que on a fait les mêmes expériences en diluant sans secouer et en diluant avec succion. Et on a vu que c'était très différent et il est évident que la succion, le fait d'agiter, amène de l'air. Donc l'air amène lui aussi sa matière. L'eau, évidemment, elle est pure. Et puis il reste le produit, in fine, le produit qu'on a utilisé. On a pu montrer qu'au-delà d'une dilution d'un facteur de 6 fois un facteur 10, il n'y avait plus rien. Il ne restait plus rien du produit. Donc à partir, disons, de 3 CH ou de 6 DH, en fait, on arrache de la matière au récipient. Et ensuite, cette matière va avoir un effet sur l'eau, cette matière dissoute, solide, en conjugaison avec des bulles de gaz, pour donner les propriétés du médicament. Donc on sait aujourd'hui qu'un médicament homéopathique, ce n'est pas rien. C'est une dispersion de nanoparticules, de nanobulles d'air, avec de l'eau. Et sans, évidemment, le produit de départ. Et ce qu'amène la théorie, c'est qu'elle nous apprend que quand on prend en compte la molécule d'eau, le vide et le rayonnement électromagnétique, on voit que sur l'eau, on découpe un damier, vous savez, comme un échiquier, dont les tailles sont de 100 nanomètres par 100 nanomètres, qui correspondent à l'excitation de la molécule d'eau par le rayonnement électromagnétique, qui est là de type ultraviolet. Et donc, ce damier se comporte comme, en fait, n'importe quelle mémoire d'ordinateur, c'est-à-dire qu'à l'intersection de chaque case, je peux mettre 0 ou 1, et à ce moment-là, je peux coder n'importe quel type d'information. Donc l'idée, c'est que quand on fait le médicament homéopathique, une piste de compréhension serait que ce damier existe dans l'eau et va être stabilisé par les nanoparticules de solide et par les nanobulles de gaz, parce que s'il n'y avait pas ces objets, le damier serait instable, ça on l'a montré aussi théoriquement. Pour que le damier soit stable, il faut qu'il s'accroche sur quelque chose. Donc l'idéal, c'est sur des solides ou sur du gaz. Et une fois que ce damier est là, eh bien évidemment la molécule, quand on la met, elle met son information sur ce damier, et puis ensuite quand on dilue, on
retient que la partie immatérielle, électromagnétique, la signature électromagnétique de la molécule, plus que l'aspect matériel. Donc moi je suis allé chercher une technique qui permet d'obtenir des images. C'est-à-dire je veux une technique où je veux pouvoir étudier la goutte, la solution homéopathique ou le granule, et sans transformation. Donc il se trouve que cette technique existe, s'appelle l'électrophotonique. Et donc ce qu'on va faire, c'est placer une caméra très sensible va enregistrer cette émission ultraviolette qui est invisible, on ne la voit pas à l'œil. Et en enregistrant cette émission, on va capter une image du produit sous cette tension. Ça s'appelle en physique l'effet Corona. Et puis ensuite, c'est facile, puisqu'on pose la goutte, on peut être la goutte de n'importe quoi, et puis on regarde, on a une image. Donc là, par exemple, c'est typiquement ce qu'on a fait dans le cadre du projet Dinome. On regarde bien sûr l'eau pure, qui a sa signature qui est bien reconnaissable. C'est une couronne qui est relativement bien développée, elle occupe à peu près entre 7 et 8% de la surface. Et surtout, ce qui caractérise l'eau pure, c'est qu'elle a du mal à se structurer en flamèche, ce qu'on appelle ici les streamers. Il y en a quelques-uns, mais on voit qu'il y en a qui sont courts, il y en a qui sont longs. Ça, c'est caractéristique de l'eau pure. Ce qu'on a fait ensuite, c'est utiliser donc la teinture mère de gelsemium sans pervirens. Donc là, on voit tout de suite la différence. C'est que maintenant, et là, il y a de la matière, parce qu'on est avec la teinture mère, donc il n'y a pas eu de dilution. Et on voit tout de suite que l'émission lumineuse est complètement différente. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dilué cette teinture mère à 10-26. On se place à un point où, normalement, il ne doit plus y avoir plus rien, même si on sait qu'il n'y a plus rien dès le début. Donc là, on voit très bien ce qui se passe. On voit qu'on réduit le nombre de streamers, c'est-à-dire qu'on diminue l'information, et surtout, on les allonge. Et ensuite, on a évidemment l'effet de la dynamisation. Et là, on voit que le produit donc, change encore l'exécution est importante, elle amène des modifications dans l'image. On va analyser ces images avec des méthodes scientifiques, taille de la couronne, nombre de streamers, quantité d'informations qui sont contenues, puisqu'on peut modéliser la quantité d'informations par des algorithmes mathématiques. Et l'analyse de toutes ces images donnera lieu à une publication qui est en cours de rédaction. Donc en conclusion, on peut dire que l'eau, la teinture mère, le produit dilué 26 fois ou dynamisé à 13 CH sont des produits qui sont tous différents. L'image, il y a une information cuivre qui est ici, qui est très différente dans une information gelsemium. Chaque remède a sa signature photonique. On savait dès le 19e siècle que dans la nature, il y a deux choses. Il y a de la matière et du rayonnement. Et que la réalité est soit matérielle, soit immatérielle. Et donc ce qui choque dans l'homéopathie, c'est qu'on utilise la partie immatérielle, invisible, inobservable. Mais surtout, il y a cet aspect électromagnétique, c'est-à-dire que les champs électromagnétiques sont partout et qu'ils font partie. Ils sont couplés à la matière et on ne peut pas imaginer la matière sans les champs ou les champs sans la matière. Donc, à partir du moment où vous pensez à rajouter les champs et la matière, vous pouvez avoir une vision rationnelle de l'homéopathie, mais forcément, la partie matérialiste, la partie matérielle des choses est passée au second plan. L'homéopathie ne heurte pas la rationalité, elle heurte la matérialité. C'est pas la même chose.